Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous propose un moment d'histoire, mais aussi de culture via la demande d'un abonné, que je devais faire il y a déjà pas mal de temps de cela, mais que je n'ai pas fait jusque-là, ne sachant pas du tout par quel bout prendre le sujet. Et d'ailleurs je m'en excuse. Bref, plongeons-nous dans l'histoire à l'époque Sengoku de 1450 à 1600 environ, et des tambours japonais, les taiko. Mais avant d'en dire plus, intro. Parlons de la période Sengoku en bref, enfin, je me comprends. Déjà, mettons-nous dans le contexte de l'époque. La guerre d'Onin, 1467 à 1477, fait rage à cause du titre de shogun qui est à pourvoir. Le clan des Hosokawa et des Yamana se dispute ainsi le pouvoir car le shogun Ashikaga Yoshimasa n'avait au départ pas d'héritier, jusqu'à ce qu'il en ait un, Yoshihisa en 1465. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder la colère des frères qui déjà étaient sous tension. Ainsi, des daimyo s'allient soit avec Yoshihisa, soit avec Yoshimi, un des frères de Yoshimasa Ashikaga. Entre l'armée de l'Est et celle de l'Ouest, Kyoto finira par être totalement détruite sous les combats et les conflits en tout genre. Les paysans n'auront donc pas d'autre choix que de fuir la capitale pour survivre. Après des années de conflits armés et une capitale totalement en ruine, Yoshimasa désigne enfin son fils Yoshihisa comme son successeur, et Yoshimi est donc déchu de ses privilèges. Yoshimasa abdiquera même pour laisser son fils prendre sa place, tandis que les deux chefs de clan vont mourir la même année, ce qui ne met hélas pas fin au conflit pour autant, sinon ce serait trop simple. C'est donc un des généraux de l'armée de l'Ouest qui mettra le feu à sa propre résidence et qui, en quittant la capitale, mettra fin à la guerre à proprement dite. Et voilà comment la période Sengoku commence en 1477. Les daimyo se disputent toujours cependant, tandis que les villes ravagées se reconstruisent tant bien que mal. À cette époque, un daimyo voulant partir en guerre avait besoin de faire un certain nombre de préparatifs, tant logistiques qu'administratifs. Tous les hommes ne pouvaient pas aller à la guerre et le daimyo devait donc décider de qui resterait pour défendre le château en son absence. De ce fait, les hommes de confiance du daimyo étaient nécessaires pour empêcher ses rivaux de profiter de ses préoccupations qui parfois l'emmenaient ailleurs. Les fantassins, quant à eux, devaient être payés en riz pour leur service, et une sorte de couvre-feu était même souvent imposé pour la durée d'une campagne militaire donnée. Pour la plupart des daimyo, la majorité de leur armée était composée de ashigaru, ou pieds légers, qui étaient généralement des paysans issus des domaines qui participaient aux guerres de leur daimyo pour un temps imparti. A noter que les premiers ashigaru furent ceux recrutés durant la guerre d'Onin. Aussi, on organise la défense dans les provinces en construisant des réseaux de châteaux. Il y aura alors deux types de châteaux à cette période, les Sakaime no Shiro, donc des châteaux comme des péages ou des douanes, et les Tsunagi no Shiro, plus militaires et défensifs. À cette époque, on pouvait donc faire la guerre pour gagner du territoire, pour ne pas donner l'occasion de renverser de nouvelles fois les hiérarchies, ou alors agrandir sa sphère économique en améliorant ses ressources. Cependant, ne vous fiez pas aux apparences. Les châteaux japonais de cette époque n'étaient absolument pas du tout comme ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Bref, les paysans se mirent sous l'égide des daimyo qui ont acquis finalement plus de pouvoir que les shoguns désormais. Mais plus tard, les paysans, les prêtres et les samouraïs de bas rang s'influenceront jusqu'à être sûrs de pouvoir se révolter contre les daimyo eux-mêmes et leurs kourous. Ces groupes de la population paysanne se nommeront alors les Ikko-Ikki, littéralement une seule ligue tournée vers une seule direction. Puis les vassaux aussi se retourneront contre les daimyo avant que le groupe des paysans, prêtres et samouraïs ne les envoie sur les roses eux aussi. C'est alors que Oda Nobunaga, non sans une grande peine, arrivera à unifier un tant soit peu les castes et le pays. Puis les conflits seront tournés entre Oda et les Tokugawa jusqu'à ce que advienne par mille méfaits la victoire des Tokugawa qui régneront et feront régner la paix pendant 2 siècles dans ce qui sera l'époque Edo. En ce qui concerne les tambours japonais, leur origine remonterait déjà à la période Kofun de 250 à 538 environ, puisqu'on en retrouvera dans les tertres funéraires de cette époque. Ils devaient alors être utilisés et joués pour communiquer de façon rituelle avec les divinités. On retrouvera même des Aniwa, statuettes funéraires de cette même période, battant du tambour. Dans le Nihon Shoki, écrit en 720 et relatant la création du Japon mais de façon un chouïa plus terre à terre que le Kojiki, on raconte que pour faire sortir la divinité solaire Amaterasu de sa grotte, la divinité Ameno Uzume, divinité de la danse et de la joie, aurait joué du tambour.
Bien sûr, le tambour sera joué selon sa forme et sa grandeur dans divers domaines, que ce soit dans les guerres, dans les pièces de théâtre, surtout le gagaku, dans des rituels religieux, à la communication entre les villages, à la fixation de leurs limites, ou même à la prévention de la ville des tempêtes ou de la venue de quelqu'un d'important. Pour ce qui est de l'utilisation des tambours durant les guerres, justement, jusqu'à la période Sengoku, ils n'avaient apparemment pas de jeu spécifique avec un sens particulier et n'étaient là que pour motiver des troupes avec des rythmes plus ou moins rapides et endiablés afin de donner de la force aux guerriers. Puis, au XVIe siècle, avec l'avènement des seigneurs guerriers, tout un langage via les tambours va petit à petit se former. Bien sûr, d'abord parlons des différents types de tambours qui pouvaient exister à cette époque-là. Le Nagado Daiko, aussi appelé le Miya Daiko, utilisé surtout dans les temples shinto et bouddhistes. Le Shime Daiko, utilisé surtout pour le théâtre Hayashi. Et le Shishimai. Le Hokedo Daiko, très utilisé dans la région du Tohoku. La différence avec le Shime Daiko se trouvant à l'intérieur et dans sa fabrication. Le Hira Daiko, utilisé pour les Awadori. Mais aussi pour le théâtre Hayashi. Le Uchiwa Daiko, une peau tendue en cercle qu'on tient via un manche et qu'on frappe d'un petit bâton. Bref, il doit y en avoir bien d'autres, mais il serait un peu trop long de tous les énumérer je pense, donc venons-en au fait, voulez-vous. En ce qui concerne les différentes manières de frapper le tambour, il semblerait qu'il y ait eu des façons de faire comprendre aux guerriers quand marcher, quand se mettre en garde, tout cela grâce au tambour. Forme langagière frappée qui se mit en place à la période Sengoku. En somme, la Semedaiko était la façon pour présenter les troupes face à face. La Oshidaiko, la façon pour accompagner la marche des troupes. La Kakari Daiko pour accompagner et signifier qu'il faut attaquer l'ennemi. Et la Sonae Daiko pour signifier aux armées de reformer les rangs. Pour la marche, les taiko étaient souvent utilisés pour aider les troupes à marcher au pas et à exprimer des ordres ou des annonces. À l'entrée d'une bataille, le taiko yaku, joueur de taiko en somme, était responsable du pas de marche qui se faisait apparemment avec 6 pas par battement de tambour. Battement 2, 3, 4, 5, 6, battement 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Ensuite, 9 séries de 5 battements appelaient un allié au combat, tandis que 9 séries de 3 battements accélérés 3 ou 4 fois étaient l'appel pour avancer et poursuivre un ennemi. Les plus gros tambours avec les tonalités les plus basses servaient à signaler les attaques, et ceux avec un ton aigu signalaient qu'il était temps de battre en retraite. Voilà comment une guerre du XVe siècle pouvait donc être menée, au son des tambours dont les rythmes sont comme des mots qu'il faut suivre pour le bien de son clan. Et sur ce, je me dois de battre en retraite, ne pouvant rien dire de plus à ce sujet déjà bien chargé en informations. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!